Bonjour Chloé, bonjour Alvaro. Heureux de faire votre connaissance. On est si peu que si vous voulez, vous pouvez même allumer votre écran. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes hispanophone aussi, si vous êtes de 1A ou 2A. Si vous pouvez mettre ça dans votre titre, ça m'aiderait un peu à me repérer, ça nous aiderait un peu à nous repérer. En tout cas, je ne peux pas commencer sans nous présenter parce que on est là, on est trois membres de la nommée la AC en ce moment et deux d'entre nous, nous sommes des entières de Poitiers. Voilà, 1A, Chloé. Moi, je suis de la promo, enfin, je suis entré à Poitiers en 2012. Je suis du lycée franco-péruvien et du coup, je suis l'un des membres fondateurs de Amino Melassen. J'ai fait un master journalisme ensuite, après Poitiers. Donc, j'ai fait mon échange à l'Université fédérale de Rio. Je ne sais pas si on peut encore faire un échange là-bas. Puis, j'ai fait le master journalisme. Et aujourd'hui, je me consacre au cinéma. Je fais du coup du documentaire et de la fiction, un peu entre mes deux pays, du coup, entre la France et le Pérou. Et j'ai fait partie des gens qui ont fondé cette association en décembre de l'année dernière. Voilà, ça c'est ça pour moi. Je cède la parole à Anaïs. Et on va finir par Andrés. Oui, donc bonjour. Je m'appelle Anaïs Gallard. Du coup, moi, j'ai fait des études en France aussi et j'ai commencé par faire une licence de géologie à l'ENS de Lyon. Et puis, j'ai fait un master en géochimie environnementale à Sorbonne Université, anciennement reconnue par Pierre et Marie Curie, donc Jussieu à Paris. Et après ça, du coup, j'ai décidé de retourner au Pérou, enfin de rentrer au Pérou parce que je suis binationale, enfin franco-péruvienne, et du coup, enfin pour travailler ici sur des sujets environnementaux, surtout en ce qui concerne la dépollution de sol et eau de mine en fait. Et du coup, je fais partie des membres fondateurs de l'association Aminomela Hassen et je pense que je vais vous parler un peu de ce que je fais au sein de l'association depuis, d'un point de vue scientifique, disons, plus tard. Donc, je laisse la parole à Andrés pour qu'il se présente. Merci Anaïs. Bon, moi je vais me présenter puis je vais faire une brève présentation de l'association. Donc moi je suis Andrés Palacios, tout comme Manuel et Anaïs, je viens du lycée français de Lima, le lycée franco-péruvien. Puis et tout comme Manuel, je suis ancien de Poitiers. J'étais au campus entre 2010 et 2012. Puis j'ai fait une troisième année au Canada. J'ai fait un stage au consulat du Mexique à Vancouver, à l'époque où on pouvait faire un stage librement. Je pense que maintenant, c'est un peu plus restreint. Puis, j'ai fait un master International Public Management à PSIA, qui est l'école de relations internationales. Et donc, à PSIA, on nous demande de faire deux concentrations, donc de choisir deux spécialisations. Et moi, je fais l'Amérique latine en cohérence avec ce qu'on avait appris au campus, et aussi Global Economic Policy, qui sont des cours d'économie. Et donc, le master, disons, il est plus axé gestion publique, et donc c'est pendant le master et avec la concentration en économie que j'ai découvert une passion pour l'évaluation de politique publique parce qu'on avait aussi des cours dans la matière et des cours de statistique et d'économétrie qui étaient des outils pour faire ce genre d'évaluation. Et donc, après m'être diplômé, j'ai fait un stage de 3 mois, puis j'ai été embauché pendant 18 mois dans un centre de recherche qui s'appelle JPAL et qui fait de l'évaluation de politique publique. Et je vous parle de ça parce que c'est un peu en cohérence avec mon intégration dans Amino Melassen. Parce que l'évaluation des politiques publiques se fait au travers d'une méthodologie qui s'appelle l'évaluation expérimentale, qui est issue du domaine de la médecine, où on compare un groupe qui reçoit le traitement ou qui est bénéficiaire d'une politique publique et un groupe témoin qui ne l'est pas, pour voir quel est l'impact de ce programme. Et disons que dans un contexte où sort les fake news et où on rencontre de la polarisation politique, c'est important un peu d'avoir une base concrète, un minimum de preuves ou d'évidence lors de s'engager dans un débat, non? De séparer les faits des opinions et de baser nos opinions sur un minimum de concret pour pouvoir arriver à une conclusion, non? Les conclusions peuvent être différentes, mais on doit se mettre d'accord un peu sur les bases de la discussion.
Et donc, c'est sur ce que je présente l'association Amino Melassen. D'ailleurs, on a une présentation PowerPoint. Je vais la partager. Je pense que c'est Manuel qui peut partager la présentation. Attends, je vais te faire co-host. Je suis désolé. Est-ce que je peux d'ailleurs? Ah bah non, je peux pas. Bon, c'est pas grave, je vais la partager moi tout seul. Alors attendez 2 secondes. C'est en espagnol, j'espère que vous parlez tous espagnol, surtout Chloé, mais j'imagine que Chloé a des bases. Hein. Tu peux toujours nous écrire sur le chat, nous on est habitué à ça. Voilà, cher Andrés, c'est prêt. Merci Manuel. Donc, concernant notre organisation, Amino Melassen, qui dans l'argot péruvien veut dire on ne me la fait pas, bon, je ne me laisse pas tromper, a été fondée en novembre 2020, un peu pour contrebalancer l'essor que les fake news ont connu pendant la pandémie, où les gens ont dû s'isoler et reposer davantage sur les réseaux sociaux pour interagir et pour se renseigner sur ce qui arrivait autour d'eux. Et disons que malgré les bénéfices qu'apportent les réseaux sociaux en termes de connectivité avec autrui, ils ont aussi ce double tranchant où ils peuvent servir de courroie de transmission pour des fake news ou pour des infox. Et à cet égard, nous avons fondé ce groupe qui se consacre à l'éducation média. Et donc, qu'est-ce que l'éducation média? C'est l'acquisition d'outils pour accéder et analyser du contenu médiatique, donc principalement des nouvelles. Et à la différence des sites spécialisés dans le fact-checking qui vérifient les informations et les confirment ou démentent, nous, on essaie de transmettre des méthodologies et des techniques pour pouvoir identifier par soi-même du contenu suspicieux. Et donc, juste pour vous donner une idée, bon, nous, on a fondé l'organisation en novembre et déjà, dans une année, nous avons réalisé des ateliers avec une vingtaine d'institutions différentes. Les publics ont inclus des élèves de lycée, des étudiants universitaires, des enseignants, tantôt de lycées comme des universités, des entreprises, des ONG et même des institutions gouvernementales. Et donc, pour faire, disons, une brève présentation générale de l'équipe, notre équipe est composée par 6 professionnels venant d'horizons différents, avec des parcours différents. Donc, il y a Manuel qui est cinéaste et journaliste, Anaïs qui est géologue, moi qui a fait des relations internationales et maintenant je suis analyste économique, Raphaël qui est professionnel de communication, Amaranta qui est actrice et Maria Cristina qui est philosophe. Mis à part cela, nous avons aussi 2 conseillers académiques et une volontaire. Et donc maintenant, je laisse la parole à Anaïs pour présenter aussi sa vision de l'équipe et de l'organisation. Oui, bah du coup, moi, en tant que scientifique, et puis au cours de la pandémie, je me suis rendu compte bien avant, en fait, qu'il y avait toutes ces théories conspirationnistes, disons, qui faisaient essor sur les réseaux sociaux. Et surtout avec la pandémie, tout le monde connaît les platistes, ceux qui croient que la Terre est plate, on croit qu'ils ne sont pas beaucoup, mais en fait, oui. En France, ils sont beaucoup, autour de 200 000 personnes, ce qui n'est pas négligeable par rapport à la théorie qu'ils défendent. Et puis, pendant la pandémie, toutes les disons, les fake news qui sortaient à partir de traitements alternatifs ou bien après avec le vaccin. Du coup, ça m'a fait penser que la science, en fait, était primordiale, disons que les informations liées aux sciences étaient un peu bancales, que la population ne les comprenait pas trop, en fait. Et du coup, ils pouvaient se laisser aller avec ça. Donc, mon point de vue, ce que je fais, moi, avec l'association Amino Melassen, c'est donner une vision des sciences. Si vous voulez, un peu, c'est un cours de philosophie des sciences. Donc, pour un peu orienter les élèves ou les personnes auxquelles on dirige nos ateliers, pour leur donner les bases, disons, pour leur redonner confiance dans les sciences, mais aussi pour les questionner quand il le faut, parce que c'est pas parce qu'on est scientifique qu'on ne peut pas nous questionner, en fait, nous remettre en question.
Et c'est ce qu'on fait en fait en tant que scientifique tout le temps, nous remettre en question et remettre en question les théories. Donc voilà, pour une partie, c'est ça, donc un petit peu un cours de philosophie des sciences, mais aussi comment fonctionnent les réseaux sociaux à partir d'algorithmes, en fait. Parce que les réseaux sociaux fonctionnent, disons, tout le monde les utilise, mais on est un peu... enfin, ils sont très abstraits, la manière dont ils fonctionnent est très abstraite. Et donc, il faut les comprendre du point de vue de sciences sociales informatiques. Et donc, et pour comprendre en fait comment se propage une information sur Internet à un moment donné et comment dans les réseaux sociaux en fait on se crée spontanément parce que les réseaux sociaux sont faits d'une certaine façon et donc il y a disons des structures qui se forment spontanément comme ce qu'on appelle des chambres de résonance, des echo chambers, ce qu'on appelle. Et donc, où là, disons, la notion de danger par rapport à une information peut augmenter exponentiellement à partir au sein de la communauté, disons, des réseaux sociaux, d'une communauté des réseaux sociaux. Et donc, il est très important de comprendre ça pour justement sortir un peu de sa boîte, non, et se dire que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, en fait, ne représente qu'une infime partie de ce qui existe dans les réseaux sociaux. Et donc, pour ça, j'enseigne aussi un peu, dans les ateliers qu'on fait, je présente aussi un peu comment sont structurés les réseaux sociaux et donc comment ça influe, disons, sur la manière dont on reçoit une information et comment on comprend l'information qu'on reçoit. Donc, c'est ça à la base ce que je fais au sein de l'association, mon point de vue, disons, un peu scientifique dans l'association. Donc, je laisse la parole à Manuel, je pense. Oui, si tu veux. Non, mais c'est génial. Enfin, comment dire, ce qui est génial de pouvoir vous écouter, qu'on puisse tous les trois être là pour vous parler, c'est un peu de montrer qu'on a tous des parcours très, très différents. Hein. Il y a quelqu'un qui est plus consacré aux arts, on va dire, quelqu'un qui travaille dans l'ambassade de France et une scientifique. Et quand même, on converge pour un même projet et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien niveau éducation, ça marche plutôt bien niveau l'intérêt que cela suscite parce que l'intérêt de l'éducation aux médias, finalement, c'est que c'est comprendre comment fonctionnent les médias, mais d'une façon holistique, complète. Moi, je me demande, vous pouvez d'ailleurs nous l'écrire dans le chat si vous en avez entendu parler de l'éducation aux médias. Je peux vous dire qu'avant nous, au Pérou, on n'en parlait pas tant que ça, en fait. En France, on en parle énormément. On est devenu allié avec le CLEMI, d'ailleurs, qui est vraiment le centre de l'éducation aux médias de l'éducation nationale. Mais au Pérou, en fait, pour lutter contre les fake news, ce qu'il y avait enfin, ce qu'il y a toujours d'ailleurs, sauf pour nous et quelques autres associations, c'est ce qu'on appelle le fact-checking. C'est des journalistes qui disent vous inquiétez pas, on va vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais si la société en elle-même ne croit pas en les journalistes, qu'il y a une défiance envers les journalistes, ça ne sera pas suffisant. Et nous, on ne trouve pas que ce soit mauvais qu'il y ait une défiance envers les journalistes. Même si je suis moi-même journaliste de formation, je trouve ça bien que les gens soient contre moi, enfin que les gens soient critiques envers moi parce que ça me permettrait de faire un meilleur travail. Sauf que ce qui arrive plutôt souvent, c'est que les gens, ils sont défiants envers les journalistes, mais puisqu'ils ne savent pas comment travaille un journaliste, puisqu'ils ne savent pas comment fonctionne un algorithme, etc., leur critique n'est pas bien orientée, elle est très passionnelle, ou bien tout simplement ils disent je ne crois pas en les journalistes, ils me manipulent tous, du coup je crois en ce blog-ci qui est conspirationniste, mais je m'en fiche parce qu'ils disent la vérité. Et en fait, l'éducation aux médias, elle existe au contraire, pour dire aux gens c'est génial que vous critiquez, on va pas vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux, mais on va vous fournir les outils pour que vous-même vous puissiez le faire. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au Pérou. Et comme on vous le répète, et vous n'avez que notre parole pour le croire, mais c'est vrai. En fait, on a le fait qu'on nous appelle encore à donner des cours et puis nos réseaux suscitent de plus en plus d'intérêt. Il y a une réception parce que les gens, en fait, ils sont contents d'avoir un espace où ils peuvent développer leur esprit critique, être empowered. Alors, la traduction en français, je ne la connais pas exactement. Et moi, je me demande, enfin, si peut-être que dans le lycée de Poitiers, enfin, dans le lycée de Poitiers, pardon, dans Sciences Po Poitiers, il y a peut-être le projet, enfin, il y a des gens qui aimeraient créer un atelier d'éducation aux médias parce que c'est un sujet qui intéresse, c'est un sujet dont on parlera de plus en plus, j'en suis certain. D'ailleurs, moi, ce moment de rencontre,
D'un côté, c'était pour vous parler de nous, hein, de vous montrer que nous, des gens de Poitiers, on fait des choses très diverses et variées. Hein. Moi, par exemple, je travaille dans le documentaire, mais je fais aussi du cinéma d'animation, étant sorti de Poitiers. Voilà, il y a Andrés qui travaille dans l'ambassade et qui a beaucoup voyagé. Donc voilà, il y a des parcours un peu divers. Mais aussi, c'est pour vous parler de notre projet et de vous inviter, en fait, si ça vous intéresse, si ce sujet vous allèche et suite à notre passionnante présentation, vous voulez absolument en savoir plus, eh bien, pour conclure cette première année d'activité, où, je vous le rappelle, on a donné des cours dans des facs, dans des écoles, pour des institutions. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le Pérou, mais on a, par exemple, présenté à la Casa de la Literatura, la Maison de la Littérature, qui est une institution de l'État liée, vouée à l'alphabétisation, à susciter de l'intérêt pour la lecture, etc. On a aussi fait des ateliers pour les médiateurs de la ONP. La ONP, c'est l'association qui est chargée en fait de réguler le processus électoral. Donc en fait, on a agi un peu partout et un peu pour clore, pour marquer le coup de la fin de cette première année, eh bien, on a fait ceci. Je vais vous partager l'écran pour vous montrer et vous inviter. C'est un événement qui s'appelle el Primer Simposio Internacional de Alfabetización Mediática e Informacional en el Perú. C'est un titre très long, mais c'est de la politique. Hein. C'est en fait, on est devenus des alliés, un peu des représentés de l'UNESCO au Pérou, parce que l'UNESCO est un grand défenseur de l'éducation aux médias. Et eux, ils n'appellent pas ça éducation médiatica, ils l'appellent alphabétisation médiatica et informationnelle. Donc, bon, on a adopté ce nom pour l'événement. Du coup, ça tombe bien parce qu'on s'appelle, bon, alphabétisation médiatica et informationnelle, les initiales, c'est AMI, et nous, on s'appelle AMI no me la hacen, donc ça tombe bien. Du coup, cet événement, c'est un événement de 4 jours. Alors, à 5 heures de l'après-midi du Pérou, bon, ou bien vous restez éveillé parce que ça vous passionne, ou bien vous pouvez aussi voir évidemment les enregistrements qui seront sur YouTube. Il y a pas mal d'événements, d'ailleurs, je vais vous les partager. Tiens, attendez, je vais vous montrer un petit aperçu de ce qu'on fait. Permettez-moi quelques secondes pour les retélécharger. Mais en gros, on a des invités, c'est un peu comme notre équipe, hein. Il y a des chercheurs, il y a des artistes. Par exemple, on a une table, moi j'en parle tout le temps, où on parle de accès à l'information pour les personnes avec des handicaps. Voilà, donc il y a une dame, par exemple, qui est sourde et qui a créé une initiative de fact-checking pour les personnes sourdes. Donc voilà, c'est plutôt divers. Attendez, je vais vous montrer ça. Bim, par exemple, le premier jour, on a des invités de l'UNESCO, du Deutsche Welle. Là, ensuite, on a un chercheur qui va nous parler de ce qu'est l'éducation média. On parle de la crise du journalisme. Oula, bon, je vais devoir passer l'un après l'autre. Bon, c'est compliqué. En tout cas, je vous invite à nous suivre dans les réseaux sociaux si vous ne le faites pas déjà. Tiens, il y a une nouvelle personne. Bonjour, Redmi9A. Je vous invite à nous suivre. Vous cherchez sur Instagram ou Facebook ou compagnie, Ami no me la hacen. Et là, en fait, on a toute la programmation. Si vous voulez tout de suite vous inscrire, je vous envoie également le lien d'inscription tout de suite. Mais ce qu'on cherche à faire, en fait, dans notre projet, c'est ce qu'on dit toujours, c'est commencer une discussion autour de l'éducation aux médias. Parce que dans le cas du Pérou, on n'en parle pas de l'éducation aux médias, on en parle très peu. Et c'est très important parce que, comme on vous l'a dit, si on ne fait que le fact-checking, eh bien, on ne vit pas dans une vraie démocratie. Les gens, ils n'ont pas l'espace pour donner leur opinion. Donc, c'est très important d'en parler et notre objectif final. Et ce n'est pas du tout humble ce qu'on dit, mais il faut avoir des objectifs un peu lofty. C'est qu'on enseigne l'éducation média dans les lycées. Ce qu'on fait d'ailleurs en France de plus en plus. Parce qu'en France, je ne sais pas si vous savez, peut-être que si d'ailleurs, il y a la semaine de la presse et l'information où pendant toute une semaine, les profs, ils donnent… Ah, super. Bonjour Rémi. C'est pour, comment dire, c'est une semaine voilà, où les profs dans les lycées ils donnent des cours liés à l'éducation aux médias. C'est une semaine. Nous, ce qu'on voudrait bien, c'est qu'il y ait vraiment pourquoi pas le cours d'éducation civique, il y ait quelques modules liés à l'éducation aux médias. Parce que c'est très important. On vit aujourd'hui avec nos réseaux sociaux tout le temps et puis, enfin,
nous, on le dit d'un point de vue personnel, on a eu des gens proches qui ont commencé à se radicaliser à fond et à ne plus nous parler, et à entrer dans des bulles. Enfin, c'est très compliqué. Je ne sais pas si bon, Andrés ou Anaïs ont quelque chose à rajouter au niveau symposio, au niveau l'association. Sinon, on peut passer à vos questions aussi. Hein. Mais alors, Andrés, Anaïs, peut-être autre chose? Non, juste pour préciser que on voulait, enfin, en fait, notre objectif, c'est d'enseigner l'éducation aux médias plutôt dans les écoles. Non, dès le plus jeune âge, en fait, parce que de plus en plus, les enfants, ils ont accès à l'information. Et surtout, ici au Pérou, par exemple, les cours présentiels n'ont pas encore commencé. Donc, la virtualité, disons, a été totale, disons, pendant cette année. Et du coup, tous les enfants, et bon, enfin, pas tous ceux qui ont accès à disons, à des moyens de communication ont été de plus en plus exposés, disons, aux réseaux sociaux, aussi aux chaînes WhatsApp. Enfin, je ne sais pas comment on dit ça, les messages en chaîne de WhatsApp qui sont faux. Donc, oui, si on peut le faire dès le plus jeune âge, donc on le fera. C'est un peu, comme disait Manuel, un peu, comment dire, ambitieux, mais voilà, c'est ce qu'on cherche à faire en tout cas. Et d'ailleurs, même pas seulement les petits, parce que les vieux, ils partagent plein de fake news aussi. Hein. Enfin, les vieux, Voilà. oula, je ne devrais pas dire ce mot-là. Aussi les... Oui, voilà, aussi des gens du troisième âge, disons, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut arriver à eux. Donc voilà. Le mieux, ce serait disons, d'instruire à l'éducation média dans tous les rangs d'âge, en fait. Donc, voilà. Merci Anaïs. Moi aussi, je voulais ajouter avant de passer aux questions que, disons que l'on a rencontré beaucoup d'acceptation parmi, disons, c'était assez encourageant que les enseignants voulaient qu'on fasse des ateliers pour leurs élèves, mais aussi pour eux-mêmes. Et donc, un autre public d'importance qu'on veut cibler, c'est les enseignants des écoles et les enseignants universitaires. Donc, pour qu'ils soient aussi formés dans l'éducation média, et c'est une compétence pour laquelle il y a beaucoup de demandes. Et ce qui explique un peu comment l'association a pu grandir autant en moins d'un an. Voilà. Donc, on attend votre participation. Une autre chose qu'on fait aussi, c'est on forme des profs. C'est tout aussi essentiel. Mais ouais, bon, maintenant, puisqu'on on a le privilège de vous avoir, vous deux, et qu'on connaît très bien Alvaro d'ailleurs, c'est l'occasion de... Je voulais juste rajouter un truc par rapport à la ONP, ce qu'on a appelé l'organisme gouvernemental qui organise les élections. Du coup, on a fait des ateliers justement pour les gens de communication de la ONP pour que pendant les élections présidentielles au Pérou, du coup qui ont eu lieu en juin et enfin le premier tour en avril et le deuxième tour en juin, donc et où il y avait énormément de désinformation par rapport aux candidats, etc. Donc, on a formé, disons, le personnel de la ONP pour que, justement, ils puissent faire face à ces informations et communiquer, en fait, les informations qui étaient fausses. Et donc, ce qui a été intéressant, c'est qu'eux-mêmes, ils ont fait, pas du fact-checking, mais disons, après nos ateliers, ils ont commencé à faire sur Twitter et tout, partager des informations pour démentir, justement, des informations fausses qui étaient liées au processus électoral. Donc, voilà. Donc, c'était très intéressant de travailler avec eux. Donc voilà, si vous avez des questions, maintenant on peut passer aux questions. Bonsoir, je vais commencer si ça convient à Chloé. Bon, d'abord, merci à vous trois. Comme l'a dit Manuel, on se connaît parce que je suis ancien de Poitiers, mais aussi ancien du lycée franco-péruvien. Je suis de la promo d'Andrés d'ailleurs, on a fait Sciences Po Poitiers ensemble et aussi le lycée ensemble. Et non, d'abord, merci parce que ça fait un bon moment que je voulais apprendre un peu plus à mi nommer la je vous ai suivi un peu sur les réseaux sociaux et en échangeant avec des amis, mais c'est une initiative qui est très importante, je trouve, surtout au Pérou. Là j'habite en Espagne, mais j'essaie de suivre l'actualité péruvienne et je trouve que c'est vraiment une initiative qui est
absolument nécessaire pour les temps qu'on vit actuellement. Et je voulais juste savoir si vous pouvez partager avec nous des exemples de ressources ou d'outils que vous partagez vous-même avec le public auquel vous vous adressez, et aussi si vous trouvez des différences entre euh, de réaction ou peut-être de refus ou d'attraction par rapport à ce que vous dites, par rapport aux différentes tranches d'âge ou type de public, si vous pouvez partager un peu plus sur ces différentes réactions. Et une fois de plus, merci. Qui souhaite répondre? Bon, j'y vais alors. Ah non, Andrés, vas-y. Ah, bon, je te laisserai compléter, Emmanuel, mais je voulais juste bon, indiquer que, disons que le cœur des ateliers est basé sur la technique qui s'appelle les 5 W. Oh, disons que ce sont les 5 actions de l'éducation média qui consistent en accéder et analyser le contenu médiatique au travers d'une méthodologie qui consiste en se poser une série disons que, à décortiquer la nouvelle pour essayer de savoir comment est-ce qu'elle a été conçue par le journaliste. Et normalement, le journaliste, dans son processus de conception du texte, il répond à 5 questions, c'est les 5 W et H. Et donc, disons que cette méthodologie est aussi recensée et développée par l'UNESCO, qui, parmi ses missions, a aussi l'alphabétisation aux médias et à l'information. Et oui, je vais laisser Emmanuel compléter. Oui, en fait, si tu veux, enfin, ce serait un petit peu long à expliquer là tout de suite, mais comme Andrés l'a dit si bien, en fait, on applique une méthode qui s'appelle les 5 actions de l'éducation média, donc accéder, analyser, évaluer, créer et agir. Et ça fait très conceptuel, mais en gros, il s'agit de tout d'abord que devant chaque nouvelle, tu te dises, OK, à quoi pensait le journaliste quand il l'a créé, et ensuite évaluer la qualité de la nouvelle, c'est-à-dire la qualité du créateur de la nouvelle et la qualité du contenu en lui-même, c'est-à-dire si elle a des sources primaires, etc. Et seulement après avoir fait ce processus, on partage. Et non seulement on partage, mais on dit justement créer. Pourquoi créer et pas partager? Parce qu'il s'agit de partager quelque chose en l'enrichissant avec notre recherche. Alors, c'est une méthode, évidemment, c'est utopique qu'on fasse ça tout le temps, mais il suffit de partager, enfin, d'instruire les gens dans cette méthodologie pour que, en fait, si tu veux, c'est un peu le principe de l'immunité de masse. On ne va pas tous l'appliquer, tout cela avec la même discipline, avec la même sévérité selon la nouvelle, parce qu'il y a des nouvelles qui nous plaisent et avec lesquelles on va être moins sévère que d'autres, par exemple. Mais dans une société éduquée aux médias, eh bien, quand je me trompe, quelqu'un d'autre va me corriger. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la 5e action, c'est agir, parce que justement, il faut qu'on soit généreux, il faut que chaque fois qu'une personne éduquée aux médias, quand elle voit une fausse nouvelle, eh bien, elle réagit. Elle dit attention, c'est faux, attention, c'est vrai, et tout ça. Donc, c'est un petit peu la méthode qu'on propose. Justement, avec les enseignants, on est en train même de développer des outils éducatifs pour encore mieux l'instruire dans les écoles. Hein, parce que ça, c'est l'un des aspects les plus concrets. Mais par exemple, ce que j'essaie de développer de plus en plus dans les ateliers, c'est l'idée de dieta mediática, donc régime médiatique. C'est un peu concevoir ce que l'on consomme médiatiquement, un peu de la même façon que la nourriture. Il faut que ce soit équilibré, il faut qu'il y ait un petit peu de légumes, qu'il y ait un petit peu de gras, etc. Et pas de gras trans non plus, etc. Hein, grasas trans, je ne sais pas si on dit ça en français. Enfin bref, gras saturé. Enfin, bref, tu comprends. Et sinon, niveau réception, en général, on a une réception très bienveillante, mais après, ça reflète peut-être notre réseau, hein, parce que nous, on a surtout donné des cours dans des milieux universitaires, plus des écoles, pardon, plus des institutions. Et pour l'instant, en fait, on est dans une position assez commode parce que ce qu'on dit tout le temps, c'est on ne vous dit pas ce qui est vrai, ce qui est faux, on vous donne les outils. Du coup, on évite l'écueil de attention, vous êtes de gauche, attention, vous êtes de droite. Cela étant dit, dans notre éthique, dans notre déontologie, on dit tout le temps, nous, on ne croit pas en l'objectivité. Enfin, on croit que l'objectivité est un idéal, mais on ne croit pas que les personnes puissent être 100% objectifs.
objectif. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est être transparent sur nos biais. Et du coup, moi, quand je parle et que je dis, enfin, je lâche des trucs, je dis, bah, attention, moi, j'ai ce biais et c'est normal et je suis transparent avec ça. Après, il n'empêche que de temps en temps, quand on parle de nous dans une publication très, très, très lue, il y a des gens qui réagissent très vite. Et en fait, mais en général, les réactions négatives, elles sont mal informées. Parce qu'ils disent tout le temps ah là là, mais de toute façon, vous allez critiquer vous allez faire du fact-checking sur les médias de droite et pas ceux de gauche. Et ça, d'emblée, c'est faux. Parce que de un, on ne fait pas fact-checking. Et de deux, dans nos cours, on dit tout le temps que des deux côtés, il y a du faux. Hein. Même la gauche peut mentir, ou la droite. Cela étant dit, il y a un dernier truc que moi j'aime beaucoup dire dans les ateliers, c'est quand on commence à parler de lutte contre les fake news, il y a un syndrome que moi j'aime bien appeler le syndrome de Superman, dans le sens où on croit très vite qu'on lutte contre le mal, on lutte contre un grand méchant super vilain qui construit des fake news. Alors que statistiquement, en fait, les fake news, on fait la distinction entre intox et rumeur. Une fake news, ça peut être une intox ou une rumeur. Et en fait, la grande majorité des fake news, ce sont des rumeurs. C'est juste des gens qui partagent des trucs sans les vérifier. Et même les intox grandissent parce que les gens les partagent comme des rumeurs. Voilà pour ma grosse réponse. Peut-être qu'Anaïs peut aussi enrichir. Oui, oui, non, juste pour préciser, en fait, bah voilà, nous, on a commencé cette initiative en pensant qu'on allait, enfin, ça va prendre du temps d'arriver, disons, à notre public objectif qu'on pensait à la base être justement tous ces gens qui sont hyper réticents aux informations, enfin, etc. Donc, juste pour l'anecdote, nous, on a commencé à parler de ça entre nous parce que justement, on voyait plein de gens autour de nous, de gens de notre lycée qui étaient totalement, disons, aliénés par rapport à l'information et puis ils disaient des trucs assez voilà, farfelus. donc voilà, enfin, ça c'était notre public objectif à la base. Et en fait, on s'est rendu compte au cours de nos ateliers et tout que maintenant, enfin, le public qu'on a, c'est plutôt des gens qui sont hyper intéressés par le sujet. Donc, notre objectif, en fait, c'est, on sait on ne va peut-être pas arriver à ces gens-là, mais justement, c'est pour ça qu'on veut commencer par la base et puis par instruire l'éducation aux médias depuis l'école, en fait, pour justement éviter que plus tard, on ait des gens comme ça qui ne croient en rien et en fait ils sont dans leur bulle et donc on ne peut pas vraiment les questionner parce qu'eux aussi ils nous disent ah mais vous aussi vous êtes dans la bulle, ce qui est vrai en partie. Donc voilà, donc juste pour dire que voilà le public objectif auquel on voulait atteindre lequel on voulait atteindre principalement, on l'a pas encore atteint, mais on espère pouvoir le faire depuis la base justement à partir de l'école. Et puis juste pour répondre à Chloé sur les ateliers, oui, on se base principalement sur la méthode des 5W et du H, mais par exemple aussi, on fait, par exemple, Raphaël, il a fait beaucoup de publicité et des sciences de la communication. Et donc, lui, il donne des cours, par exemple, sur comment identifier une fake news par rapport à l'esthétique que prend une fake news, non, une fausse information sur Internet, parce qu'elle ne va pas être communiquée de la même façon qu'une information qui est en partie vraie. Non, donc voilà. Et puis, par exemple, bon, Amalanta aussi, elle fait un peu de philosophie de la communication. Macris aussi, parce qu'elle est philosophe. Donc, on a tous donné, disons, un petit tournant par rapport à l'éducation média, par rapport à nos connaissances, en fait. Mais du coup, voilà, donc elle se centre sur plusieurs faits, en fait. Enfin, comprendre, disons, les réseaux sociaux et comment disons, comment une information va circuler dans les réseaux sociaux ou dans le web. Et puis aussi identifier une fausse information, savoir aussi comment est-ce qu'on peut savoir si un site, disons, est fiable ou pas, et aussi décortiquer une information qui est la base de ce qu'on fait dans les ateliers qu'on fait. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Juste pour rajouter aussi un dernier truc, en général, nos ateliers, ils sont toujours construits comme moitié
on va dire, pas cours magistral, mais présentation, et moitié débat. Parce que c'est très important pour nous c'est tout l'esprit de notre association, c'est que les gens, ils se sentent empowered, que les gens eux-mêmes se réapproprient voilà, le débat, se réapproprient les enjeux. Et du coup, une fois que l'on présente tous ces concepts dont vous parle Anaïs, on en débat, on arrive à des conclusions très, très, très intéressantes. Par exemple, l'un des trucs qui arrive tout le temps, c'est l'idée de la censure. Il y a plein de gens qui disent, tout le monde, oui, on s'en souvient tous, les gens, ils disent, bah, tu sais quoi, on devrait tout simplement censurer les gens qui partagent des fake news. Et on se dit, mais est-ce une vraie solution? Voilà, c'est super intéressant. Après, j'ai donné un cours d'éducation aux médias en France, une fois, à Cergy-Pontoise. Et je me souviens, dans tous les cours, on présente à donner des cours à Cergy-Pontoise, comme si j'avais donné un cours à Rome. Enfin, c'est un petit lycée, mais très sympa. Mais c'est intéressant parce que chaque culture politique est différente. Au Pérou, par exemple, l'idée même de la censure des médias, ça nous renvoie à plein de trucs. Hein. Ça nous renvoie à Velasco. Enfin, voilà. En France, je pense que les sensibilités sont autres. Les chaînes de TV en continu, en France, c'est un truc dont on parle tout le temps. Au Pérou, il n'y a pas de chaîne TV continue au Pérou. Donc voilà, ce sont des débats intéressants. Je ne sais pas, par exemple, Chloé, toi qui es en 1A, est-ce que tu te destines à un master en particulier, le journalisme t'attrait? On se dit, pourquoi tu es là? Non, enfin, pas pourquoi tu es là. Enfin, si, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette présentation? Ça m'intéresse aussi, personnellement, et je pense que tout le monde va nous écrire, hein, peut-être. Quelqu'un a une chose à rajouter entre-temps? Non, je pense que s'il y a d'autres questions, peut-être. On va attendre si Chloé nous écrit, mais sinon, c'est pas grave. Hein. J'imagine que là, vous êtes retourné au présentiel. En fait, dans Amino Menelasen, on n'a jamais donné de cours présentiel. Tenez-vous bien. Ah, alors, je n'ai pas encore une idée très précise de master, plutôt dans l'humanitaire, mais je suis surtout là pour avoir des exemples de parcours. Tiens. Bon, bah, écoute, c'est intéressant. Je pense qu'on peut profiter de ces minutes aussi pour en parler rapidement. Enfin, on va dire on a encore 15 minutes pour être dans les temps. Anaïs, elle aussi, elle pourrait vous en parler, même s'il n'a pas fait Sciences Po. Moi, quand j'étais à Poitiers, je savais que je voulais faire du cinéma. C'était toujours mon rêve. D'ailleurs, moi, j'ai aidé à créer Cinédiction, qui, je pense, n'existe plus. C'était la sauce de Poitiers de cinéma. Du coup, on a fait des courts-métrages et tout et tout. Mais sinon, ouais, il y avait le PSIA, droits de l'homme et tout. Je me disais, ouais, humanitaire, c'est génial. Et pendant mon échange à Rio, j'ai suivi des cours de cinéma et d'anthropologie. Les deux sujets qui me fascinaient, que je n'avais pas eu l'occasion d'étudier encore. Et moi, j'ai choisi le master journalisme parce que ça me rapprochait du cinéma et ça me permettait aussi d'avoir des expériences, de voyager et tout. Alors, le master, j'ai retiré ce qui m'intéressait dedans. C'est un master plus axé hard news, on va dire, l'actualité actu, voilà, que documentaire. Mais j'ai pu faire des stages en boîte de prod. J'ai fait un échange à Hong Kong. Ce master-là permet de faire encore un échange de plus. J'en ai fait un de un semestre. Et voilà. Et en sortant, j'ai été freelanceur. Et voilà, je n'ai pas eu un CDD ni un CDI. J'ai choisi la voie difficile et je ne me plains pas. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'est vraiment cool. Je ne sais pas si toi, Chloé, Cinédiction existe encore? Yes, on n'est pas mort. Ouais, génial. Génial. Et pendant la pandémie, d'ailleurs, ça a été intéressant parce que les tournages étaient difficiles, voire impossibles dans certains cas. Mais il s'avérait que j'avais reçu un financement avec un ami péruvien pour un court-métrage d'animation. Et du coup, j'ai travaillé sur ce court-métrage-là. Et l'animation, en fait, pendant la pandémie, c'est un marché du tonnerre. Du coup, voilà, on est en train de le finir. Là, maintenant même, l'autre programme que j'ai ouvert, c'est Adobe Animate pour finir un petit truc. Donc voilà où j'en suis de mon côté. Peut-être que Andrés, tu peux parler aussi de ton histoire de Sciences Po, puis Anaïs aussi. Oui, merci Manuel. Donc, me concernant, moi, dans ma présentation, j'avais déjà un peu parlé de mon parcours.
Mais disons que je voulais terminer ou je voulais compléter en disant que, disons, les débouchés professionnels ont beaucoup changé enfin, toi, tu es actuellement en première année, et entre ma première année et l'actualité, je pense que le marché du travail pour ce que j'ai étudié a beaucoup changé. Et donc, mais je pense que les cours que j'ai suivis à Sciences Po, surtout le master, m'ont aidé à apprivoiser un peu les nouveaux débouchés. Enfin, je vais expliquer. C'est que moi, comme j'avais mentionné, moi, j'ai fait un master en relations internationales, donc International Public Management, mais avec une spécialisation en économie. Et donc, actuellement, il y a par exemple, nous, on fait, dans les ateliers, on fait un cours sur les billets. Et justement, disons que la méthodologie expérimentale dont je vous ai parlé et maintenant les sciences de la conduite, que c'est, disons que c'est une approche qui combine plusieurs sciences, c'est-à-dire la psychologie, la sociologie, l'économie, pour expliquer pourquoi les gens agissent de la façon dont ils agissent, repose beaucoup sur des méthodes quantitatives. Et donc, ces sciences aident un peu à expliquer pourquoi, par exemple, dans notre cas, les gens peuvent croire aux fake news. Donc, parce qu'il y a les biais de confirmation, les gens ont tendance disons, à attribuer certains défauts à d'autres gens, pas à eux, etc. Et donc, ça m'a aidé. Disons que ce sont des sciences qui prennent de la puissance actuellement et que je n'ai pas étudié quand j'étais à Sciences Po, mais les bases que j'ai obtenues m'ont permis de me familiariser actuellement. Et donc, concernant ma profession actuelle, moi, je suis analyste économique dans le service économique de l'ambassade de France, qui est, disons, l'équipe qui promeut les investissements français au Pérou et en Bolivie. Bon, l'investissement français dans le pays hôte, dans ce cas, c'est le Pérou. Et pour ça, disons que tu as besoin plus de connaissances macroéconomiques, mais surtout de sciences politiques. Et donc, je trouve que la formation dans le campus était une bonne base, enfin, même la formation à Poitiers. Et donc, après, pour le master, disons que le master en relations internationales met l'accent aussi sur cette branche de la science politique qui est utile dans l'analyse de risques. Voilà, c'était pour ma part. Ouais, je laisse la parole à Anaïs. Oui, bah, du coup, moi, je n'ai pas eu d'expérience à Sciences Po, mais moi, j'ai toujours voulu travailler, enfin, étudier les sciences, travailler dans les sciences. Et donc, à la base, moi, j'étais très intéressée par la biologie. J'ai fait 2 ans de biologie et après, j'ai décidé de changer à sciences de la Terre et de l'univers. Et donc, j'ai commencé à faire ma 2e année de licence à l'ENS de Lyon. Et j'ai beaucoup aimé la géologie et surtout l'aspect environnemental que maintenant en France, en tout cas en France, on met l'accent beaucoup sur l'aspect environnemental des sciences de la Terre. Et donc après, j'ai voulu faire un master. J'ai postulé à 2 masters à l'ENS et à Paris, à Jussieu, du coup, en géochimie environnementale. Et j'ai été prise dans les 2, mais j'ai décidé d'aller à Paris justement parce que il y avait plus cet aspect, enfin moins, disons, moins recherche et plus terrain. Bon, c'était quand même beaucoup de recherche. Et donc, j'ai fait des stages et puis dans 3 laboratoires de Jussieu et aussi de l'université, enfin, de l'école des Ponts et Chaussées. Et finalement, j'ai fait un stage qui travaillait sur les microplastiques. Et en fait, je me suis rendu compte et j'ai travaillé 1 an aussi dans ce laboratoire, non, 1 an et 9 mois dans ce laboratoire aussi. Et je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait pas vraiment, disons, on laissait à part l'aspect humain et l'aspect social, des sciences sociales, disons, dans la science. Quand on est là dans un laboratoire, on n'étudie que ça et c'est de la recherche pure et dure et voilà. Et donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans les sciences, c'est justement les communiquer au public, au grand public, pour que justement ils soient parce que parfois, oui, voilà, il y a une très mauvaise communication je trouve, entre le monde scientifique
enfin, ce qu'on appelle le monde scientifique des sciences dures, même si j'aime pas trop ce terme, mais voilà, et le grand public. Et donc, enfin, parfois, ça nous mène à ne pas vraiment comprendre ce qui se passe, où on vous dit réchauffement climatique ou pollution des sols, et voilà. Et on sait que ça se passe, mais on comprend pas vraiment ce que ça implique, en fait. Et donc, moi, ce que je veux faire, en fait, c'est justement faire des sciences de la communication. C'est ce que je fais actuellement, plus ou moins, ici avec Aminom et la Hassan, mais aussi dans mon travail actuel. Donc, je travaille pour un organisme, enfin l'IRD, c'est l'Institut de recherche et développement ici au Pérou. Et on a un programme très intéressant sur justement la pollution au mercure. Et la pollution au mercure, pas seulement qui affecte, disons, les sols et l'eau, mais aussi les populations indigènes. Et donc, on a un travail justement de communication sur la pollution, mais aussi ce que ça peut impliquer avec les populations indigènes, parce qu'en vrai, en fait, ce sont elles qui ont connu en premier, disons, cette contamination, donc elles savent aussi. Donc, c'est un travail, disons, enfin, comment dire, enfin, multidisciplinaire, en fait, et on partage enfin, beaucoup d'informations avec ces communautés indigènes. Et je pense que justement, on doit travailler de la main avec tout le monde, en fait, avec la société, pour arriver à conduire ces messages pour qu'ils arrivent justement aux décideurs politiques. Donc voilà, donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est, je suis encore en partie en recherche, mais ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est justement la communication scientifique et c'est ce que je crois maintenant qui est primordial. Donc voilà, je voudrais continuer à travailler dans ça. Et c'est un peu là où se rejoint ma carrière, disons, professionnelle et Aminom et l'intérêt que j'ai eu pour ce projet, en fait, qui est très beau. Donc voilà. Ben, j'ai fini. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Tu as dit quelque chose de tellement beau que je suis ému et je n'ai plus de parole. euh, non, peut-être un peu pour conclure, bah, moi je suis très. Peut-être Chloé a des retours de ce qu'on a dit. Peut-être que, je sais pas, elle a des doutes. Peut-être que l'éducation médiale l'a passionnée. Je ne sais pas. Ou alors Alvaro peut-être aussi. Sinon, on la laisse dîner. Non, juste pour info, est-ce que vous allez faire, est-ce que vous avez déjà comment est-ce qu'on dit, des cours ou des séances déjà prévues pour d'autres institutions d'ici le reste de l'année ou quelles sont vos prochaines actions en tant qu'association, mis à part l'événement que vous avez partagé? Alors, l'événement nous prend plein de temps, mais aujourd'hui même, on donne un cours, notre deuxième cours de la semaine à des profs d'école et de lycée au Pérou, un peu partout. Le mois prochain, on va donner des cours à des universités du sud et du centre du Pérou. Pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, non, pardon, du sud et de l'est du Pérou, donc l'Amazonie, le Cusco, on va dire, pour être très gras, enfin très grossier. Quoi d'autre sinon? Il y a une ONG qui a été créée par des anciens étudiants de l'un de nos premiers ateliers. Ils ont créé leur propre ONG et ils veulent qu'on leur offre une formation. Donc, on va négocier ça. Et il y a aussi l'un des profs qu'on forme qui veut qui veut qu'on fasse un truc avec eux. Après, ce qui commence à se perfilarse pour nous, c'est plutôt des subventions intéressantes. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être un peu secret, je ne sais pas si je devrais trop en parler, mais voilà, c'est encore un autre type de projet. Je ne sais pas, Anaïs, toi, tu as un peu plus suivi tout ça. Est-ce que j'ai le droit d'en parler ou pas? Les subventions. Je sais pas du tout, je sais pas du tout si on a le droit d'en parler ou pas. Je pense qu'il y aura Andrés. pas de problème, hein, mais Je n'ai pas besoin d'autant de détails, c'est pas un problème. D'accord. D'accord. Je ne vais pas postuler aux mêmes subventions, ne vous inquiétez pas. Non, non, c'est pas ça. Mais enfin, bref, non, mais c'est pas grave. Non, sinon, il y a un truc, bon, le truc un peu secret, c'est un peu un jeu vidéo, on va dire. Mais sinon, il y a surtout une subvention liée à créer du contenu pour les réseaux sociaux. On va commencer à embaucher des artistes pour qu'ils fassent des petits trucs comme Pictoline. Je ne sais pas si vous suivez cette page.
avec des sortes de BD qui traduisent des concepts de… Parce qu'en fait, si tu cherches éducation aux médias sur Google Images, les images ne sont pas très cool, les images ne sont pas très intéressantes. Donc, on veut vraiment réfléchir à comment rendre ça intéressant visuellement. Non, c'est un peu ça qu'on cherche. Andrés, peut-être que tu as une chose à rajouter. Disons que c'est vrai qu'on a des projets pour… c'est vrai que dans une première partie, on s'est centré plus sur les ateliers. Et, un peu la limite des ateliers, c'est que c'est pour un public un peu plus limité, pour réserver. Et donc, on a ces projets de communication pour le grand public qui inclut du contenu un peu plus professionnel. C'est pour ça qu'on avait besoin de budget pour le créer. Et aussi, on a des projets un peu plus grands de faire, par exemple, des web-séries ou ce jeu vidéo. Mais c'est encore à l'estage de… Enfin, on a quelques idées, mais on n'a pas encore commencé à le développer. Donc, ce sera probablement l'objectif pour l'année prochaine. D'ailleurs, on va inscrire notre association. C'est l'un des chantiers qu'on va commencer après le symposium dans Sciences Po Carrière pour des stages. Donc, peut-être Chloé, quand ce sera le temps de ta 3, si tu es intéressé à un stage, on va chercher des stagiaires pour nous aider à justement tous ces gros projets qui prennent plein de temps et on a besoin de gens qui nous soutiennent. Eh bien, tu seras la bienvenue, toi ou les personnes intéressées. Parce que voilà, ça risque d'être assez intéressant. Voilà, petite pub extra. Cela étant dit, voilà, il est 8h58. Peut-être Anaïs, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on dise au revoir et qu'on souhaite bonne nuit? Non, pour moi, ça va. Je crois que j'ai tout dit. C'est ce que je voulais dire. Je ne voulais pas partir sans remercier Sciences Po Poitiers, Sylvain qui est parmi nous et qui nous reçoit, mais aussi Smilja qui a été très gentil, qui a eu beaucoup d'enthousiasme en nous invitant, enfin en acceptant de nous recevoir, et Thomas, enfin toute cette belle équipe que Andrés et moi on connaît bien. Donc merci à Poitiers de nous recevoir. Merci beaucoup. Oui. Allez, bon, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et à bientôt. Oui, bonne soirée. Merci pour vos participations. Merci. Merci à vous tous. Ciao. Ciao. Salut. Sciences Po.